Voilà, donc c'est vrai que le sujet de l'impact de la pandémie dans les équipements sportifs, en l'occurrence les piscines, mais aussi ça prend de plus en plus de place. Donc il y a beaucoup de questions qui sont posées, qui se sont posées suite à cette pandémie-là. De quelle manière aujourd'hui les collectivités, les délégataires trouvent des solutions pour essayer de régler au mieux les soucis financiers, les soucis de gestion, les soucis de fonctionnement de leurs installations. Les délégataires, c'est une partie des établissements piscines, mais ça concerne aussi des ligues de golf. On a beaucoup d'équipements aujourd'hui, de plus en plus qui sont délégués. Donc le sujet aujourd'hui sur la table. Et donc je te passe le micro, Franck. Alors effectivement, bon, j'ai pris hier le relais de la personne qui a préparé le document, donc, qui est de la société SPIA. Donc je me présente, Franck Cartier, je suis du bureau d'études en programmation D2X. Voilà, et je m'occupe plus particulièrement des centres aquatiques. Donc, l'impact de la pandémie sur les contrats de délégation, c'est essentiel, c'est la plus grosse partie de la présentation. Et les régies, après, ça a été un peu moins développé dans le traitement. Donc, les mesures qui sont prises par le gouvernement afin de lutter contre la propagation de la Covid ont significativement impacté la gestion de la plupart des services publics. Vous l'avez tous vécu, en raison notamment des restrictions de circulation et de l'accès aux usagers. La crise sanitaire est survenue donc en mars 2020, arrêté du 14 mars 2020 qui portait diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus. Ça a imposé donc la fermeture jusqu'au 15 avril des établissements recevant du public. Bon, on sait que derrière, la fermeture a été prolongée, donc avec une fermeture jusqu'à fin du mois de mai 2020. Le décret du 31 mai 2020 donc, a prescrit des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid. Donc, dans le cadre de l'urgence sanitaire, avec à ce moment-là une orientation vers la réouverture des équipements. Donc avec la réouverture à compter du 2 juin qui était subordonnée à 2 conditions, donc l'application, le respect et le contrôle des gestes barrières et de distanciation sociale que maintenant nous connaissons bien. Les parties donc devaient être mises d'accord sur les conditions de réouverture. Donc là, on parle effectivement de la relation avec les délégations. Ensuite, nombreuses sont les autorités délégantes qui ont été sollicitées par leurs délégataires, effectivement, en vue d'obtenir le versement d'une indemnité destinée à compenser les pertes d'exploitation, c'est-à-dire la baisse de chiffre d'affaires, diminuer des charges variables et des aides publiques destinées aux entreprises impactées. Donc, activité partielle, fonds de solidarité, exonération, report des cotisations sociales. Donc, ça supposait que les pertes étaient consolidées comme définitives et irréversibles, ce qui exclut tout différé dans le temps et implique de facto une approche globale afin d'apprécier l'équilibre économique du service. Sur la durée du contrat, on veut bien distinguer les enjeux qui relèveraient d'une problématique de trésorerie. Alors effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que les contrats ne prévoyaient pas, les contrats de délégation ne prévoyaient pas la pandémie, bien évidemment. C'est quelque chose qui est ressorti de l'imprévision, de l'imprévisibilité, contractuelle, donc avec des textes de 1972 qui portaient ce caractère d'imprévisibilité, et avec la nécessité de faire un gros travail sur la partie en cas par cas, hein, avec
l'idée de ne pas se porter uniquement sur le chiffre d'affaires, c'est un petit peu les premiers retours qu'on a eus, c'est-à-dire les gens sont un petit peu précipités sur les systèmes de compensation et on vous exposera un peu plus tard comment ça peut être pris en compte pour avoir des choses qui soient complètement cadrées. Les relations délégataires-autorités délégantes. Alors, qui sont les délégataires? Alors, ce sont des holdings contrôlant des filiales sous forme de sociétés commerciales. Ces dernières sont titulaires des contrats de délégation de services et ont pour unique objet la gestion de l'équipement concerné. Alors, on a différentes formes avec des tailles d'entreprises qui sont variables, avec des entreprises qui gèrent pour les plus petites un ou deux équipements jusqu'à plus de une centaine quasiment d'équipements sur la délégation. Alors, que gère-t-il? 10% du parc des piscines français sont environ 400 équipements aquatiques. Parmi les plus bankable rentables, c'est-à-dire, rentables. Non, on va pas dire bankable. C'est-à-dire qu'ils disposent d'une surface de plan d'eau importante, d'une offre aquatique diversifiée, complétée la plupart du temps par des espaces bien-être et formes à forte valeur ajoutée. Voilà. On peut dire qu'il y a effectivement un niveau de recette qui va permettre d'absorber le résultat et le résultat que doit dégager la société commerciale qui vient gérer l'équipement. Voilà, c'est un peu donc après on a différents savoir-faire et différents exploitants avec des exploitants qui vont pouvoir travailler sur des équipements un peu plus forts. Sur la rémunération des délégataires, donc ils gèrent le service à leur risque et péril en supportant ainsi directement les charges et les produits d'exploitation. Alors, les produits sont de nature, les recettes garanties, donc les contributions financières forfaitaires versées par les autorités délégantes en contrepartie des suggestions de services publics et des contraintes institutionnelles. Le montant est fixé sur la durée du contrat dès la signature de celui-ci, ce qui est un point important, c'est-à-dire que vous n'avez pas une compensation de service public qui va évoluer en fonction du résultat ou des choses comme ça. Vous avez à la conclusion du contrat un montant qui est fixé sur la durée. Étant fixé, ce qu'on peut rajouter, c'est que comme il est fixé sur la base des contraintes de service public, il est logiquement fixe sur la durée. C'est-à-dire que les contraintes, à moins que les contraintes de service évoluent au niveau des scolaires, par exemple, ou des choses comme ça, mais les contraintes qui sont fixées en début de contrat, elles sont fixées sur la durée du contrat et elles sont fixes, elles sont stables sur la durée du contrat. Les recettes à risque, donc il s'agit du chiffre d'affaires commercial perçu auprès des usagers du service. Les charges se décomposent. Alors, on va parler en grande masse. Hein, bon, ça peut bien sûr varier et ça varie sur chaque établissement, mais 50% de masse salariale, 25% sur les énergies consommables. C'est une part qui aujourd'hui va avoir tendance à augmenter. Hein, on va monter plutôt vers les 30-35%. 25% de charges annexes sur les contrats de prestation, les assurances, les impôts et taxes. Et ça, bien sûr, c'est hors redevance d'occupation du domaine public qui va, selon les endroits, pouvant aller jusqu'à 1 million d'euros, par exemple, sur certains établissements. Donc, ça, effectivement, n'est pas intégré dans cette répartition de masse. Donc les délégataires s'engagent sur un compte d'exploitation prévisionnel qui est représentatif de leur projet d'exploitation sur la durée du contrat, ce que je vous indiquais tout à l'heure. La marge commerciale est appliquée en contrepartie du risque qui est transféré
Voilà, c'est quelque chose, alors pour le coup, qu'il ne faut pas oublier. Effectivement, on a tendance, quand on fait une négociation de délégation de service public, à en obtenir toujours plus, ce qui est bien naturel, c'est la nature de la délégation. Voilà, il faut simplement garder en tête que votre délégataire travaille correctement, il a besoin de dégager une petite marge, une marge moyenne, on va dire. Une marge raisonnable, voilà, c'est ça. Donc, les relations délégataire-autorité délégante. Donc, comment se déroule l'exécution normale d'un contrat DSP? Le délégataire gère le service délégué sous toutes ses formes, gestion administrative, technique, financière, opérationnelle. Chaque année, donc, il rend compte du service exécuté et produit donc un rapport annuel d'activité qui remet à l'autorité délégante et qui permet donc effectivement à cette autorité de contrôler efficacement l'exécution du contrat. Alors, c'est un document important, et notamment en période de Covid, c'est un document sur lequel, les années précédentes, on va dire 2019-2018, sont des documents sur lesquels vous allez vous appuyer pour évaluer l'évolution 2020 liée au Covid et 2021 également. Voilà. Il faut faire attention, on a souvent des documents qui sont incomplets, qui sont partiels, voilà. Alors même si dans leur offre, les délégataires promettent monts et merveilles, cela s'avère que des fois, à l'usage, on passe rapidement et puis tout le monde n'a pas forcément le temps de s'appliquer là-dessus et ça peut avoir son importance, la preuve aujourd'hui. Plusieurs facteurs doivent être mis en compte pour analyser le résultat d'exploitation, donc la saisonnalité. La météo estivale peut fortement influencer le chiffre d'affaires d'un équipement qui dispose d'une offre aquatique extérieure. On sait que sur les piscines, sur les 2 mois, juillet-août, on peut aller jusqu'à 30%, voire plus sur certaines piscines, mais entre 20 et 30% de la fréquentation annuelle. Donc effectivement, dès que le temps influe sur la fréquentation, ça a une importance assez forte sur l'exploitation annuelle. Donc l'ancienneté en équipement aquatique atteint son rythme de croisière après environ 5 années d'exploitation. Alors les premières années de lancement peuvent s'avérer déficitaires pour le délégataire. À lui d'être prudent, alors à la fois ambitieux et prudent, c'est compliqué, mais ambitieux et prudent dans la proposition qu'il va faire sur son projet de contrat, pardon. Le niveau de maîtrise du service, donc capacité du délégataire à optimiser les charges et maximiser les recettes. C'est pour ça qu'on va aller chercher en général. En dehors du fait qu'ils vont gérer vos méthodes. Les engagements contractuels, donc dans le secteur d'activité, il y en a par mois, il y en a pas. Les engagements contractuels, donc dans le secteur d'activité très concurrentiel, les délégataires peuvent avoir prendre d'importants risques pour remporter un contrat, c'est ce qu'on avait dit, ce que je viens de dire, jugé stratégique, en proposant par exemple un compte d'exploitation prévisionnel inatteignable pour être considéré comme le candidat le mieux disant. Donc effectivement, c'est toute la procédure d'analyse des offres qui doit être sérieuse, et effectivement, quand on prend le candidat le moins cher, on s'expose à des soucis. Des fois, pas toujours. Le jeu cache-cache du résultat, donc noircissement du résultat pour classifier les comptes et réduire la traçabilité des flux. Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on peut reprocher. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut avoir conscience que les délégataires ont besoin de gagner leur vie, donc il y a peut-être dans la manière de passer les contrats, dans la manière de négocier avec les futurs délégataires, l'idée aussi de mettre une dose de transparence dans la négociation, etc. Il faut que les collectivités aient bien conscience que on ne peut pas travailler sans gagner d'argent. Donc voilà, il faut respecter cette donnée.
Les relations délégataires-autorité délégante, donc les impacts financiers de la crise sanitaire sur les contrats DSP, piscines et autres. Toutes les piscines gérées en délégation de service public n'affichent pas un déficit d'exploitation au cours de l'exercice de 2020. Ça dépend essentiellement de l'équilibre économique du contrat et notamment du poids des contributions forfaitaires versées par les autorités délégantes. Plusieurs cas de figure sont à considérer. Alors, le premier, vous avez un taux de couverture des charges par les contributions forfaitaires qui est supérieur à 50%. C'est vraiment moins vrai, mais ça peut exister, et qui augmente considérablement la probabilité d'un résultat équilibré, voire excédentaire selon le taux. Quelques délégataires qui sont bien, qui ont réussi à gagner de l'argent en 2020, pas le cas de tout le monde. Le deuxième cas de figure, à l'inverse, certaines piscines anciennement excédentaires afficheront un déficit sur la période considérée en raison de la part très majoritaire que représente le chiffre d'affaires commercial dans le poids des produits, avec la suppression effectivement des entrées piscines sur 2020. Le troisième cas de figure, certaines piscines qui sont déjà déficitaires par le passé afficheront à nouveau un vrai déficit sur la période considérée. Il s'avère alors nécessaire d'évaluer précisément les surcoûts générés par la crise et de les distinguer du déficit structurel de l'équipement. Donc les relations toujours délégataires, autorités délégantes, la négociation des contreparties financières entre délégataires et autorités délégantes, c'est souvent fait à un rythme accéléré, parfois dans la précipitation, en raison des pressions exercées par les prestataires, par les délégataires, ou selon l'échéancier des assemblées délibérantes de fin d'année. Il convient de rappeler que chaque dossier est singulier, cela nécessite effectivement une analyse au cas par cas. L'approche ne peut être généralisée tant sur les modèles économiques différents d'un équipement à l'autre et les facteurs d'influence du résultat qu'on a vu tout à l'heure avec la taille de l'équipement et les importations. Le traitement de la demande d'indemnité du délégataire donc, va devoir se faire avec d'abord l'évaluation des pertes d'exploitation. Alors, en 2020, il y a eu des débuts de discussion, c'était effectivement, à mon avis, un peu tôt pour en discuter. Pour évaluer les pertes d'exploitation, il faut être arrivé en fin d'exercice d'exploitation. Votre exploitation va jusqu'au 31 décembre 2020. Vous savez précisément combien vous aurez de déficit en fin d'année. Vous avez en cours de période la possibilité d'avoir une tendance. Donc la formalisation d'une demande indemnitaire, bien évidemment un contrôle de la part de la collectivité du bien fondé de la demande. Ensuite, une part de négociation du montant indemnitaire. Tout à l'heure, je parlais des textes sur lesquels, l'imprévision, pardon. Il faut savoir que ces textes impliquent, décrivent une mise à la charge du prestataire qui ne peut pas être inférieur à 10%. C'est-à-dire que s'il y a un déficit qui est supporté par la collectivité du fait du Covid, il y a une partie de risque qui est portée par le délégataire et qui ne peut pas être inférieur à 10%. Pardon ? Peut être supérieur à 10%. Non. Donc, formalisation et donc la formalisation de l'avenant. Alors, l'évaluation des pertes d'exploitation par le délégataire. Donc la rédaction d'une note explicative des modalités d'évaluation économique durant la phase d'interruption du service. Donc, présentation du compte d'exploitation prévisionnel contractuel sur l'exercice, mensualisation du CEP, application au réalisé mensualisé d'un coefficient de réalisation sur les produits ainsi que sur les charges d'exploitation. Pour être plus clair, votre CEP, vous allez le détailler par mois avec un coefficient de réalisation mensuel
et un coefficient de réalisation des gains ou des pertes sur la période. La formalisation d'une demande indemnitaire par le délégataire, donc motiver le fondement juridique de la demande, on l'a évoqué. Alors, c'est vrai que on parle de 2020-2021. Sur les nouveaux contrats, c'est des choses qui la justification juridique va évoluer puisque il y a des clauses sur les pandémies qui sont intégrées désormais dans les contrats. Détailler donc le montant sollicité accompagné d'une notice détaillant la méthode et les éléments de calcul économique, fournir l'ensemble des justificatifs permettant d'attester la réalité des pertes d'exploitation. C'est là où les précédents rapports d'activité ont leur importance pour vous, derrière, pouvoir contrôler le bien fondé de la demande par le délégant, donc analyser la complétude des justificatifs, avec une note explicative des modalités d'évolution économique, d'évaluation économique durant la période de fermeture et l'identification détaillée et commentée des surcoûts résultant de la mise en œuvre de moyens supplémentaires qui n'étaient pas prévus au contrat initial. La description des missions de paiement assurées pendant la période de fermeture, celles exécutées partiellement et celles non exécutées. On a souvent tendance à oublier cette deuxième partie. L'extraction mensuelle du contrôle d'accès, fréquentation et vente. Le détail des volumes mensuels de consommation d'énergie avec relevé d'index des compteurs. La description des mesures prises auprès des usagers. Communication, enquête, prélèvement bancaire. La description des mesures prises pour la maintenance de l'équipement et la conduite des installations techniques, ainsi que pour le fonctionnement en régime réduit. Le détail de la somme totale perçue au titre des mesures d'aide et de soutien aux entreprises. Là, la liste est un peu longue, mais vous aurez les documents. Le détail des incidences financières générées par les mesures d'aide et de soutien aux entreprises. Là aussi, on n'oublie pas ça. Donc, je pense qu'on va fournir aux délégants. La liste des contrats, fourniture, services relevant d'un engagement contractuel forfaitaire avec les prestataires ayant fait l'objet d'une optimisation financière et leur montant. Le tableau des flux de trésorerie, le grand livre analytique et les hypothèses. L'analyse des produits d'exploitation, donc chiffre d'affaires perçu auprès des usagers, les compensations versées par le délégant avec le contrôle de cohérence avec les factures du délégant, les autres produits, les aides, CPAM, fonds de solidarité, avec les justificatifs qui les appuient, les produits constatés d'avance, avec la formule 2, le code de calcul détaillé, bien sûr, et les principes retenus pour le remboursement des abonnés. Ensuite, donc, vous avez l'analyse des charges d'exploitation, cette fois, donc les fluides, le contrôle de la cohérence entre les relevés de compteurs et les flux bancaires, et vérification des avoirs si le client était forfaitaire. Fourniture et approvisionnement, l'imputation dans le grand livre et la vérification des avoirs. Les contrats de maintenance, imputation dans le grand livre, vérification des avoirs sur le P2. L'impôt et taxes, vérifier les provisions transparentes contractuelles. La masse salariale, contrôle de la cohérence des livres de paie, les demandes d'activité partielle, les allocations perçues par le délégataire. C'est effectivement là-dessus où vous risquez d'avoir beaucoup de variations. Bon, bien sûr, ainsi que sur le mais il y a des variations importantes sur la masse salariale. Les dotations d'amortissement, contrôle de cohérence avec les tableaux d'immobilisation et le GER, contrôle de cohérence avec les provisions annuelles. Donc l'exclusion des charges qui n'auraient pas lieu d'être intégrées dans le calcul des pertes d'exploitation, notamment les impayés qui doivent être assumés par le délégataire, le manque à gagner, c'est-à-dire la marge prévisionnelle, compte tenu que le délégataire se rémunère directement sur le résultat d'exploitation du service. Donc on ne parle pas de manque à gagner, effectivement. Et une perte de recettes sur une activité sans la charge en face, et par exemple sur un espace d'escalade alors qu'il n'y a pas eu de moniteur qui était exécuté par le délégataire. Voilà, ça c'est le cas par cas.
Donc la négociation du montant indemnitaire, les parties s'entendent sur un montant indemnitaire négocié, la définition d'une clé de répartition délégataire-délégant, le maintien d'un reste à charge pour le délégataire, variable en fonction du montant des pertes d'exploitation, la formalisation de l'avenant, donc les parties s'entendent sur les modalités de versement, sur la définition du nombre d'acomptes, généralement 2 acomptes. Alors effectivement, sur 2020, ça aurait été intéressant de faire un versement au moment de l'automne et puis de régulariser ça en 2021. Premier versement de 50% dans les 30 jours suivant la signature de l'avenant, le solde de l'indemnité ou versement du trop perçu par le délégataire après, ou reversement du trop perçu par le délégataire après validation définitive du montant des pertes d'exploitation sur la base des nouveaux justificatifs transmis par le délégataire à la fin de l'exercice annuel. Donc, sur les conclusions, une analyse approfondie de la comptabilité du service s'avère indispensable sur la base d'une situation comptable intermédiaire fournie par l'exploitant, appuyée justificatif probant. Il conviendra par ailleurs de contrôler le respect du principe de permanence des méthodes soutenues, retenues pour la détermination des produits et des charges d'exploitation par rapport aux années précédentes notamment, et les méthodes retenues pour la détermination des produits et des charges d'exploitation, ainsi que la comptabilité, afin que la comptabilité reflète fidèlement la structure financière du compte d'exploitation prévisionnelle. L'examen des demandes d'indemnitaire nécessite la mise en œuvre d'une méthodologie rigoureuse, vous l'avez eu en présentation, ainsi qu'une approche pluridisciplinaire et sectorielle permettant de traiter aussi bien les aspects comptables, financiers, juridiques, techniques et opérationnels, le tout agrémenté d'une veille permanente sur l'évolution des conditions réglementaires des dispositifs d'aide, ce qui a fait Asporta notamment en 2020 et 2021. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. Merci Franck d'avoir pris au pied levé l'intervention. Donc on a l'avantage d'avoir dans la salle et des délégataires et des collectivités. Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Moi j'en ai reçu quelques-unes en direct live. Donc alors je te lance la balle, mais n'hésitez pas aussi à intervenir. C'est le principe de la table ronde. Alors là, elle est bizarre, elle est triangulaire, voilà. Alors, première question, quels sont les contrôles qu'il faut effectuer afin de s'assurer de la bien fondée des éléments financiers transmis par les délégataires? Je vais te livrer là une troisième question, ça te permettra de réfléchir. Autre question, il y a aujourd'hui beaucoup de collectivités qui désirent revenir en arrière et rompre leur contrat. Est-ce un signe passager ou une tendance? Troisième question, les aides de l'État concernent plus particulièrement les entreprises privées, mais pour les collectivités, par contre, c'est toujours en discussion, point d'interrogation. Voilà, donc première question, c'était sur les contrôles qu'il faut effectuer afin de s'assurer de la bien fondée des éléments financiers. Deuxième question, beaucoup de collectivités qui semblent vouloir revenir en arrière et rompre leur contrat. Est-ce un signe ou une tendance? Et troisième, concernant les aides de l'État qui étaient plus focalisées sur les structures privées, et aujourd'hui, les collectivités se posent des questions sur ces aides-là. Est-ce que tu as des éléments? Alors, sur la première question, je pense qu'on a détaillé pas mal les éléments de contrôle, et je vous inviterai à récupérer le PowerPoint pour pouvoir effectivement lister tous les éléments, et je pense que la liste est assez claire. Effectivement, vous devez vous assurer à tous les niveaux, notamment financiers, mais pas seulement, aussi au niveau des ressources humaines, au niveau technique, etc., que l'ensemble des dispositions ont été prises et que la demande indemnitaire, elle est justifiée. C'était sur le fait que les collectivités souhaitent rompre. Alors, semblerait qu'il y ait une tendance. Alors, il semblerait qu'il y ait une tendance. Je pense que, alors,
Ce qu'il y a pu avoir, c'est effectivement, on va dire, des discussions alors, plus ou moins tendues, hein, selon les collectivités, selon les délégataires et selon les personnes qui étaient amenées à avoir les discussions. Alors, je pense que les délégataires qui sont là ont mené un certain nombre de négociations avec leurs délégants. Ouais, je pense que je peux peut-être répondre, Fabienne, là-dessus. Oui, enfin, j'ai pas rien préparé, mais si vous voulez que j'intervienne. Non, mais sur le fait d'avoir eu à renégocier. Après, sur le fait de vouloir se séparer des délégataires, je ne pense pas que le Covid est forcément. Alors, il y a eu effectivement, mais c'est le jeu de la négociation entre les délégants et le délégataire. Le délégant qui va dire ouais, mais si c'est comme ça coûte trop cher, je vais arrêter la délégation. À un moment, les choix qui ont été faits sur la délégation ne sont pas seulement des choix financiers, c'est aussi des choix organisationnels, de dynamique d'exploitation, etc. Donc, des choix qui sont portés par la collectivité. Et je pense que voilà, ça fait partie des discussions à chaud et peut-être des réactions à chaud, mais on ne voit pas forcément cette tendance. En tout cas, nous, en tant que conseil, on n'a pas vraiment eu beaucoup cette demande, même si systématiquement, à chaque renouvellement de délégation, on rebalaye effectivement la possibilité de rester, de revenir en régie. Hein. C'est quelque chose qu'on présente systématiquement aux délégants. Ça fait partie de la procédure, je dirais, de renouvellement des délégations. Donc, rien, à notre niveau, rien de plus que ça. Si Fabienne peut nous dire 2-3 mots, par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour à tous, effectivement, je vais essayer de représenter le délégataire. Il n'y a pas de généralité, dans tous les propos que je vais tenir, il n'y a pas de généralité. Un cas ne fait pas l'autre, une piscine ne fait pas l'autre, un délégataire ne fait pas l'autre. Moi, ce que j'ai remarqué dans cette pandémie, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas réussi à ce que nos piscines, parce que la première phase qu'on a fait, c'était démontrer que les piscines n'étaient pas dangereuses en termes de par le chlore, en termes de Covid, qu'on nous a fait porter tout ce qui est éléments de traitement d'air, qui implique des augmentations de charges. Donc du coup, on se retrouvait dans des conditions extérieures. Et on n'a pas réussi à montrer que ça pouvait participer au bien-être des Français. Donc les Belges ont réouvert les piscines en premier, pas nous. Donc nous, on est comme les discothèques, comme les bars. Donc ça, on n'a pas réussi. Ce que je trouve qu'on a bien réussi à faire, c'est à travailler tous ensemble. Avec Asporta, on a travaillé sur les protocoles tous ensemble. Moi, j'ai trouvé plutôt ça intéressant, parce qu'on voit qu'on fait tous les mêmes métiers. On voit aussi, il ne faut pas généraliser, qu'on a quand même des différences de culture. Donc, on est parti sur des choses extrêmes pour que tout le monde arrive finalement à des choses assez raisonnables. Mais bon, aussi, au départ, on avait tellement peu de vision que on devait être des airs de comment dire, on est parti sur les brumisateurs, etc. Enfin bon, pour l'été, etc. Enfin, on est parti sur des trucs un peu délirants. Mais bon, c'est la première fois qu'on voyait ça, donc voilà. En tout cas, voilà. En tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant à ce niveau-là. Après, pour rentrer dans les aspects un petit peu plus détaillés, oui, on a potentiellement les équipements les plus bankable. Pourquoi ? Parce que, comment dire, selon les types d'équipements et selon les choix politiques, il est évident que les modes de gestion ne sont pas du tout les mêmes. Ça ne se discute pas, c'est un choix. Une collectivité qui décide de mettre une piscine très publique, avec essentiellement une mission de service public, à un prix très bas, sans effectivement activité dite commerciale, bah, effectivement, c'est pas forcément là qu'on retrouve les délégations de service public, parce que de toute façon, du coup, on rentre pas dans les critères. On doit avoir 30% de recette commerciale. Donc voilà. Donc il y a ces éléments-là. Après, je vais revenir sur la partie aide de l'État.
oui, forcément, on a été aidé en tant qu'entreprise privée, notamment sur le chômage partiel. Donc les régies ont dû garder leur maître nageur à les mettre sur d'autres fonctions. Bon, à ce jour, ça y est, les décrets sont enfin sortis sur les aides aux collectivités. Donc là, 21 novembre. Et donc, les collectivités vont pouvoir, au-delà des piscines, récupérer tout ce qui a entraîné des baisses de recettes. Normalement prorogé en 2022. Donc voilà, pas que ça va être la panacée, mais en tout cas on a réussi à le faire prendre en compte parce qu'on s'est battu aussi pour les collectivités, parce que dans les relations avec les collectivités, il est évident que nous, on avait ce phénomène de l'imprévision, parce que personne ne savait évidemment comment traiter une pandémie. Pour autant, les collectivités ont ce même problème de vision. Et il y a un moment où les budgets, ils ne sont pas extensibles, donc il fallait les relayer aussi de ce côté. Donc sur la dureté ou pas des négociations, cas par cas, je vais dire d'un point de vue plus général, un contrat de délégation de service public a l'avantage de fixer hors pandémie tout le périmètre dans le contrat, donc ce qui donne quand même une facilité pour échanger. Après, un contrat doit rester équilibré. Et je pense que si on a démontré de travailler en même sens, si des deux côtés, effectivement, tout le monde travaille correctement, ça doit bien se passer. Donc oui, il y a des règles qui ont été... voilà. Après, il ne faut pas dire que c'est la panacée. Là, on dit, et je l'entends, il faut des charges définitives pour pouvoir aider à la pandémie, enfin, aux aides Covid. Donc clairement, on a fini les exercices 2020. On a rendu un bilan, on s'en rend entre mars et mai, on est tellement en mai. On présente les rapports en mai en juin. En attendant, c'est le délégataire qui a fait la banque. Donc c'est des choses qu'il ne faut pas oublier non plus. Les délégataires sont des sociétés qui sont à très faible marge. Donc on a pris les PGE, puisqu'on y avait le droit, les prêts garantis par l'État, mais on doit les rembourser. Donc voilà, on a tenu. Objectivement, actuellement, les délégataires sont en grave difficulté. Sauf qui peuvent expliquer aussi des attitudes. Donc voilà, il faut le voir positivement parce que moi je me dis que ça peut nous rapprocher dans nos approches d'équilibre. Et objectivement, on n'est pas sorti. On n'a pas retrouvé les fréquentations. Et vu ce qui s'annonce, on ne va pas y retourner. Donc si moi on peut changer toute la journée, j'espère. On va t'enlever. Voilà. S'il y a une chose sur laquelle je voudrais juste communiquer, c'est qu'on travaille ensemble, on y arrive ensemble. On n'est pas sortis du stade. Merci Fabien, c'est pour ça qu'on t'invite à nos rencontres, parce que ça peut permettre d'alimenter le débat. Alors là aussi, je renvoie la balle vers les uns et les autres, donc s'il y a des délégataires qui veulent intervenir, poser des questions, ou des collectivités qui ont des sujets ou des questions à poser, n'hésitez pas. Voilà, donc des questions. C'était sur les aides de l'État. Voilà, donc on a eu des réponses en partie, voilà. Le décret, etc. Oui, une question. Vous avez évoqué la notion d'équipement qui était bankable. Je me demande un peu la notion d'activité derrière. Est-ce qu'il y a des étages possibles avec une délégation de certaines activités, pas de non-équipement dans sa totalité, et du coup, quelles sont les activités qui seraient les plus bankables pour un délégataire? Alors, effectivement, traditionnellement, on parle d'un centre aquatique, hein, d'accord, et des activités annexes. Alors, dans un centre aquatique, alors on voit tout de suite penser au bien-être, aux activités de forme, etc., forme sèche, etc. Il y a, avant ça, il y a les activités aquatiques, c'est-à-dire l'apprentissage de la natation, les aquafitness, etc. Toutes ces activités aquatiques sont des activités qui sont plutôt mieux rémunératrices que la baignade publique, effectivement, que la baignade scolaire, enfin la natation scolaire. Donc,
un gros secteur sur les activités aquatiques. Ça, vous le verrez si vous travaillez avec des délégataires. Ils ont une offre d'activité qui est extrêmement développée, qui est très riche, qui est renouvelée en permanence, quasiment. Voilà, aujourd'hui, les délégataires vous vendent, entre guillemets, une activité nouvelle par an, etc., à la fois sur les aquafitness et les activités aquatiques, mais aussi sur tout ce qui est fitness. Donc ça, c'est les points importants. Le fitness, c'est un secteur de... on va dire, on va employer toujours le mot bankable, c'est un secteur important, puisque vous allez travailler sur des abonnements. Donc, on parlait tout à l'heure de trésorerie, vous allez augmenter votre fonds de roulement avec des abonnements mensuels, annualisés, etc., qui vont permettre d'améliorer votre résultat. Et puis après, vous pouvez avoir des activités de loisirs, de l'escalade, des parcs de trampoline, des choses comme ça qui éventuellement peuvent venir dans le cadre d'un gros complexe. Il y a beaucoup de choses. Et puis les activités. Alors, les activités de spa qu'on voit un petit peu se développer sur les. C'est des activités qui sont à l'équilibre, voilà, dans un centre aquatique qui ont du mal à. Voilà, on va pas dans un institut de beauté entre guillemets à la piscine. C'est pas encore entré dans les mœurs. C'est pas quelque chose qui ça fonctionne, mais ça fonctionne à l'équilibre. Une question de. Ce n'est pas une question. Je vais essayer son micro parce que tout le monde entend. Avec le micro. Je fais le constat. Simplement, et un regard extérieur. Je fais le constat qu'il y a de plus en plus que le public est à la recherche d'une offre de loisirs ou d'activités, et les délégataires, comme les exploitants de centres, essayent de répondre à cette demande et essayent même de l'anticiper. Bon. D'un point de vue recette, ça peut être en effet, ça peut être très rentable. Ok, on va dans le bon sens. Et maintenant, on fait quand même. Il faudrait quand même élargir un peu le cercle et se dire qu'il y a des services que le public attend, pas forcément tout le public. On a coupé le micro. Non, vas-y. Ah. Vas-y sans micro. Vas-y sans micro, on t'entend bien. Bon. Et il y a d'autres services que peut attendre le public. Et bien sûr, là, je parlais d'un service que je connais particulièrement bien. Il y a, par exemple, parmi tous les visiteurs des centres aquatiques, il y en a qui aimeraient bien avoir, par exemple, des prises USB au fond de leur casier, parce que c'est le seul moment où ils lâchent leur téléphone. Bon. Ok, on peut mettre une prise USB au fond d'un casier. Est-ce que le service doit être gratuit pour autant? Tiens, peut-être que là, il y a une possibilité de recette complémentaire. Parmi l'ensemble du public qui fréquente un centre aquatique, parce qu'on parle beaucoup de centres aquatiques, il y a certainement peut-être 5-10% des personnes qui aimeraient bien laisser des affaires à l'année. Dans le centre aquatique ce matin, j'avais encore une discussion où on disait, moi de toute façon j'ai trop de casiers. Bon, ben, ça tombe bien, vous avez trop de casiers, profitez-en pour commercialiser ces casiers, ça fera toujours de la recette supplémentaire. Voilà. Je ne me place pas uniquement en tant qu'exploitant, en tant que délégataire, exploitant privé de centre aquatique, mais je pense qu'il y a également, autre que les activités, il y a également des puits de ressources qui sont aujourd'hui inexploités quand vous accueillez du public. Moi, je vais parler des casiers parce que c'est un domaine que je connais particulièrement bien, et je vous assure qu'en épluchant clairement dès l'arrivée de votre public sur votre parking, même avant le parking, d'accord, jusqu'à sa sortie, je vous assure qu'il y a des puits de recettes qui sont aujourd'hui inexploités. Voilà. Merci Philippe. Voilà. Je te sens partir. Une question? Oui. Le micro va arriver, on est en train de chercher des filles. Allez. Bonjour, moi j'aimerais savoir au niveau des collectivités comment vous avez fonctionné pendant cette pandémie, c'est-à-dire qu'on avait des contrats de DSP qui n'étaient pas du tout évidemment façonnés pour faire face à un
budget qui était inexistant. Donc, avez-vous interrompu vos compensations pour suggestion de services publics? Est-ce que vous allez continuer à les verser? Nous, on est dans le cas où on a fait le choix de continuer à verser cette compensation, de mettre le délégataire en difficulté. Et on se retrouve à l'inverse, madame, où la collectivité a fait la banque et où en fin d'année, on a un délégataire qui est en excédent. Donc nous, on est dans une recherche de retrouver un équilibre dans le contrat à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a demandé un certain nombre de justificatifs qui ne nous sont pas encore parvenus pour bien comprendre quel avait été les charges et les recettes pendant cette période, et notamment les compensations de l'État, pour essayer de retrouver un équilibre dans le contrat. Donc moi, j'aimerais bien avoir un échange d'expérience sur la matière pour savoir comment vous avez fonctionné. Si vous êtes effectivement dans le sens inverse, c'est que vous avez un équipement qui est très public, donc avec beaucoup de missions de service public. En plus, objectivement, je pense que les piscines ont celles, en termes d'ouverture et de fermeture, qui ont fait plus de yo-yo, puis on a eu les scolaires. Donc vous êtes forcément dans ce cas-là. Donc après, on rentre dans le schéma indiqué par Franck. Vous êtes tout à fait en mesure de demander les bilans officiels et de retrouver l'ensemble pour reconstituer. Voilà. Par contre, là on est lié à la configuration de votre centre aquatique. Par contre, clairement, le coût Covid, il a été évalué pour 2020. Donc c'est clairement un coût d'une manière générale. Donc après, il faut trouver... l'État a demandé effectivement de continuer à verser les subventions. Mais après, il faut retrouver les coûts. Globalement, le coût en 2020 a été évalué, le coût Covid a été évalué à 250 000 € supplémentaires par piscine en France. Donc après, il faut trouver l'équilibre. Je crois que ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'étude des comptes et la fourniture de l'ensemble des documents, et vous avez raison, avec les aides de l'État, etc., sur la prise en charge du personnel, ça c'est quelque chose que vous devez exiger. Je pense que votre contrat, avant qu'il soit vraiment mal rédigé, mais on vous conseillera un bon avocat tout à l'heure, non, mais il faut vraiment le dire. Vous avez une capacité de contraindre le délégataire à vous fournir ces éléments. C'est indispensable, effectivement. Ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, c'est que pour pouvoir avoir une relation contractuelle qui doit être équilibrée, il ressort de ça, saine et équilibrée et transparente, et effectivement le plus transparent possible. Il faut que vous ayez ces éléments-là et vous devez les exiger. Et objectivement, moi ça m'est arrivé, nous on a des contrats, on a gagné de l'argent. Après, dans les contrats, il y a en général un intéressement pour la collectivité. Donc on reverse à la collectivité. Et objectivement, nous, dans le cas qui nous a concernés, on est allé au-delà parce qu'on a estimé justement que la collectivité avait soutenu l'entreprise pendant la crise sanitaire. Après, ça dépend de votre contrat. Pardon, mais quand on parle d'équilibre du contrat, les collectivités ne doivent pas être là pour supporter les charges supplémentaires et ne pas émerger quand il y a des recettes, notamment liées aux compensations de l'État. Donc il y a un vrai problème, je trouve, dans la question d'équilibre du contrat. C'est-à-dire qu'il y a la question de la prise de risque qui doit être assumée. Là, je pense que certaines collectivités ont dû faire des efforts dans cette période. Et il faut remettre les choses à plat pour savoir quels ont été les coûts, les recettes, la façon dont la collectivité a supporté le passage de cette crise pour retrouver un équilibre contrat. Et je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas dans la discussion qu'on a avec notre délégataire, on n'a pas retrouvé cet équilibre-là. Et je trouve ça dommageable. Votre compensation. S'il vous plaît, 2 secondes. Je vais juste demander à Sylvain Salle d'intervenir. Il est neutre. Oui, bonjour. Simplement pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure avec ce que disait Franck,
c'est que dans tout contrat de délégation de service public, indépendamment de ce qui est écrit dedans, que vous soyez en affermage ou en concession, vous avez en tant que maître d'ouvrage et en tant effectivement d'autorité délégante un pouvoir de direction et un pouvoir de contrôle. Donc à tout instant, même dans le silence du contrat, vous pouvez tout à fait convoquer et exiger des éléments de retour, de retour sur exécution, sur activité. Indépendamment, bien évidemment, du rapport annuel qui là est un document formel obligatoire, donc on connaît le contenu, il doit être respecté. Mais vraiment, ça c'est un point important, moi je l'ai vu depuis 1 an et demi, 2 ans, il y a vraiment cette possibilité, à travers le contrat de DSP, d'exiger de transmission de tout document. On parle d'un contrôle sur pièce et sur place. Donc ça, pour le coup, contractuellement, effectivement, indépendamment de la partie de risque et péril, en tout cas, le pouvoir de contrôle, et on en reviendra tout à l'heure dans l'exposé qu'on va faire, ça relève de la maîtrise du service public qui est conservée par l'autorité délégante. Vous pouvez, à tout instant, indépendamment du contrat, exiger tout document que vous jugez utile pour maintenir votre direction stratégique sur le contrat. Donc c'est toujours envisageable. Et ensuite, la question du retour d'équilibre, ça, de toute façon, ça se discute. Un contrat de DSP, ça s'avenante effectivement au gré des parties. Voilà. Pour compléter rapidement ce que dit Sylvain, c'est que il n'y a pas votre compensation pour contrainte de service public, elle n'a pas été satisfaite, c'est-à-dire que la prestation n'a pas été livrée. Donc votre compensation, elle a été versée, je ne dirais pas indûment, puisqu'il y a un contrat qui porte, mais en tout cas le service n'a pas été réalisé. Donc vous avez la latitude de renégocier effectivement ce qui a été versé et si le calcul montre qu'il doit y avoir un reversement de la part du délégataire, vous pouvez arriver à cet accord-là. Il faudra arriver à cet accord-là. Merci. Je vais interrompre les questions parce que je sens que ça va bouillonner et ça va nous permettre d'en garder pour la suite de l'intervention de Sylvain Salle, l'avocat qui est déjà dans le bain. Je vais vous inviter, là, on va faire une petite pause de quelques minutes, à tous aller dans la salle orange à côté, voir nos amis partenaires. Alors je vais les citer rapidement. Il y a la société Navic, la société Mirtapool, il y a Topstec, SMC2, SCMS, Europe. On a Sam Master au fond qui se cache, il a une veste verte, mais voilà, il n'est pas camouflé. On a la société Bérol, la société Persomeo, Pullover qui fait aussi des couvertures thermiques, la société Hexagone, la société Topsec, la société Stramatel, la société Gerflor qui, un petit revêtement de sol en plein milieu, c'est du Gerflor. Voilà. Et la société Heights